commencer par une méthode, du grec méthodos, odos la voie, le cheminement. Donc la méthode, c'est pas un plan de parties ou en trois parties que l'on enseigne, c'est un cheminement, une espèce de démarche. Et la démarche écologique, elle est pour moi essentielle. Elle est pour moi essentielle depuis seulement une quinzaine d'années. Avant, je n'avais pas perçu son importance. Et donc, quand on est écologiste, ce n'est pas une étiquette politique, je précise tout de suite, hein, c'est une démarche qui est processuelle, transversale et interrelationnelle. Et donc, par conséquent, on peut attraper un thème par n'importe quel bout de cette façon. Ce n'est pas grave, il n'y a pas un premier point plus important qu'un autre, on peut plus hiérarchiser comme auparavant. Et le lapsus de tout à l'heure est assez intéressant, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, peu importe à la limite. Je pense que tous ces intitulés ne sont pas bons. Donc il faudrait réinventer un autre organigramme du politique à partir justement des préoccupations que je vais maintenant mentionner. Alors voilà, je vous propose d'évoquer trois thèmes, l'un la région, l'autre le territoire et le troisième l'eau. Voilà, dans cet endroit-là. Donc la région, j'ai pas envie de lire, je regarderai tout à l'heure quelquefois des dates, mais en gros j'ai une bonne mémoire. La région, voilà un objet politique qui est tombé en désuétude. La preuve en est, on est passé de 24 régions à 13, sans mobiliser la population ni les élus. On a l'impression que tout le monde s'en foutait un peu. On n'a pas fait un bilan des 24 régions non plus. Voilà, on est comme ça. Ça aurait pu être 12, ça aurait pu être 14. Et dans mon approche des problèmes qui sont posés à notre société, j'ai toujours une approche rétro-prospective. Donc je regarde en arrière pour mieux regarder l'avenir, dont parlait M. le maire tout à l'heure. Parce que dans le passé, on n'avait pas forcément une perception de l'avenir, peut-être que c'était pas un thème, du reste un objet de débat, et donc il y a une histoire de l'avenir à établir également pour essayer de comprendre ce que ça signifie. Et donc, rétrospectivement, la région est un thème qui va provoquer à peu près une cinquantaine de débats importants avec des propositions très concrètes de délimitation, de configuration sur le cas français entre 1851 et 1911. En 1911, il y a un auteur qui s'appelle Jean-Charles Lebrun qui va écrire un ouvrage qui s'appelle Le régionalisme et qui va raconter l'histoire de tous ces débats. Et on voit que la notion de région, elle est ambivalente. D'un côté, elle est conservatrice, de l'autre côté, elle est moderniste. Et les deux cohabitent ensemble, ce qui fait que du coup, ça donne une espèce de valeur à cette notion de région, péjorative pour les uns, et au contraire, valorisante pour les autres. Alors, je l'explique. D'un côté, des modernistes, entre guillemets, c'est ceux qui s'inscrivent dans la lignée de Proudhon et du fédéralisme. Pour eux, le régionalisme, c'est un moyen de se débarrasser de l'État centralisateur. Et donc, si on veut partir du local, il faut partir de la région, et à partir de la région, trouver les éléments constitutifs de la politique régionale. Donc voilà, c'est un truc tout à fait important. Donc il faut inventer des règles démocratiques régionales. Sur ces cinquantaines de projets, 12 étaient pour la suppression des départements, par exemple, à cette époque-là. Vidal de Lablache, un géographe, on le présente même comme le fondateur de la géographie française, en 1910, dans la Revue de Paris, publie un article sur le régionalisme, et lui en propose 17. Et évidemment, là, je n'ai pas le temps de vous expliciter l'affaire, mais c'est à chaque fois argumenté, évidemment, ce n'est pas comme ça un chiffre donné au hasard. Mais lui, il s'inscrit dans la démarche fédéraliste, c'est-à-dire on essaie de réduire l'importance du rôle de l'État. Alors, ça, c'est un thème très important. L'autre côté, au contraire, c'est en réaction contre une espèce de perte de valeur locale, folkloriste, bien souvent même linguistique, culturelle, que là, il y a une espèce d'engouement pour un certain régionalisme. Et ce qui va dessiner la carte de ce régionalisme-là, ce sont les langues, en gros. Et un des porte-paroles, si je puis dire de ça, c'est Frédéric Mistral, qui est un poète provençal, qui va obtenir le prix Nobel de littérature. Donc vous voyez, c'est pas non plus quelqu'un de perdu au fin fond de la Provence, au fin fond d'un truc qui s'appelle la France. Non, il est tout à fait renommé. Et lui, il est régionaliste, mais pas d'un point de vue proudhonien,
anti-étatiste, j'allais dire. Non, non, il est pour la reconnaissance des cultures, et je dis il est conservateur dans le sens où il veut conserver ces cultures-là. Ce qui fait que le rapport à l'autre, le rapport à l'étranger, le rapport à celui qui ne parle pas cette langue, n'est pas aussi hospitalière et accueillant qu'on pourrait l'imaginer. Donc c'est un peu un repli des régions sur leur propre culture. Et ça a perduré en France, hein, jusque dans les années 60, où il y a des très grandes manifestations, en particulier en Bretagne, pour exiger qu'on puisse passer le bac en breton, etc. Bon, qu'il y ait des écoles en breton, etc. Donc, vous voyez, de 1851, donc c'est le Second Empire, jusqu'à 1911, là on a plein de propositions et plein de débats. Et en même temps, c'est tout à fait important à noter, surtout au début du XXe siècle, on a la création de la Ligue des études locales. Tout d'un coup, on décide de réfléchir au niveau du local, on ne peut plus penser simplement national. Donc vous voyez, c'est très compliqué à expliciter en 5 minutes, mais il faut bien que vous compreniez, c'est un effort inouï évidemment à faire, il faut qu'on se replonge dans la Troisième République. Et là, il y a l'esprit républicain, qui est donc une homogénéisation des lois, des pratiques juridiques et des services de l'État, des services publics, sur l'ensemble du territoire, à égalité. Et là, à l'intérieur de cet État, de cette société, il y a des gens qui disent non, non, les régions sont inégales les unes par rapport aux autres. Donc, on ne peut pas être dans une égalité territoriale, et il faut renforcer au contraire les spécificités de ces régions. Donc là, il y a des discussions excessivement tendues. C'est pour ça qu'on va créer cette ligue de la connaissance locale qui va essayer d'inventorier tout ce qui est spécifique à telle région plutôt qu'à telle autre. Les mêmes instigateurs de ça sont aussi ceux qui vont être à l'origine des premières lois patrimoniales en France. C'est aussi eux qui vont être à l'origine de la création des premiers parcs naturels français. C'est eux qui vont être aussi à l'origine du club alpin, de l'automobile club, etc. C'est-à-dire qu'ils sont pour un tourisme culturel. Donc, Charles Dauquier, je vais donner des noms, mais ça ne vous dira peut-être rien, ce sont ces gens-là qui sont très importants, très influents. Ils arrivent à être ministres, ils arrivent à être chargés de mission, ils ont de l'entre-genre, ils sont dans des clubs excessivement importants, comme le musée social, peut-être que ça dit quelque chose à certains d'entre vous, qui en 1908 crée la section d'hygiène urbaine et rurale, et c'est au musée social où un certain patronat, entre guillemets, social, va créer les HBL en 1894. Bon, c'est le même courant de pensée qui va essayer d'inventer, comme ça, d'expérimenter des choses qu'on appelle le modernisme. Alors, évidemment, ils sont mal vus par d'autres. La majorité des patrons disent à ce petit patronat-là, occupez-vous de ce qui vous regarde, on n'a pas à intervenir dans le logement des ouvriers et des ouvrières, qui s'énervent, enfin, c'est pas notre problème, on les paye, et puis voilà. Donc, de l'autre côté, il y a au contraire l'idée qu'il faut inventer, avec des architectes, avec des urbanistes, et du reste, le mot urbanisme apparaît en 1910 dans la langue française, le mot urbaniste apparaît en 1911 avec la Société française des architectes urbanistes. Donc on voit bien qu'il y a là tout quelque chose qui se trame, et le parrain du musée social est le maréchal, enfin il n'est pas encore maréchal, est le général Lieutenant. C'est un peu important parce que c'est au Maroc où il est le résident principal qu'il va tenter des expérimentations des premières villes nouvelles françaises, mais au Maroc, avec des architectes comme Prost, comme Laprade, qui plus tard viendront travailler en France métropolitaine. Donc, vous voyez, là, il y a une espèce de configuration qu'on a oubliée et qui est très, très intéressante, c'est que quand il va essayer d'inventer un nouvel urbanisme au Maroc, il commence par commander à Claude Nicolas Forestier un herbier des plantes urbaines du Maroc. C'est-à-dire, vous voyez, tout d'un coup, on ne commence pas par est-ce qu'il y a des briqueteries, est-ce qu'il y a une cimenterie, on commence par qu'est-ce que c'est que la flore locale et comment on va pouvoir la cataloguer et la documenter et ensuite la valoriser. Donc il y a tout de suite cette préoccupation du vivant, pour le dire autrement, qui est prise en considération. Alors, je précise aussi des choses qui sont pas très connues, c'est que le mot habitat, comme le mot territoire, sont des termes de la botanique et de la zoologie. Ce sont les éthologues, le mot éthologue est inventé en 1858 par Isidore de Geoffroy-Saint-Hilaire, de ethos en grec, veut dire coutume, donc c'est la connaissance de la coutume, ethos va donner éthique après en français.
Mais donc c'est la connaissance des mœurs des animaux, si vous voulez, et des plantes, c'est ça l'éthologie, et ça va nourrir toute une série de penseurs de la sociologie. Si vous prenez Robert Park, par exemple, qui est le fondateur de l'écologie humaine, je précise bien, et pas du tout urbaine, aux États-Unis, ce qu'on a appelé l'école de Chicago, il est en 1901 étudiant à Strasbourg, donc en Allemagne, et il prépare sa thèse de philosophie, et il lit en allemand la traduction allemande du livre du très grand fleurististe danois, Eugenius Warming, qui s'appelle l'écologie des plantes. Et c'est à lui qu'il va emprunter territoire, habitat, individu, société, acclimatation, invasion. Tout ce vocabulaire-là est un vocabulaire, si vous voulez, de la botanique et de la zoologie. Pour nous, aujourd'hui, presque banalement, c'est un vocabulaire des sociologues, des démographes, des géographes. Donc, c'est ça qui est important, c'est de se faire tous ces liens. Et c'est là où la pensée écologique comme démarche est importante, évidemment. Le mot écologie lui-même est fabriqué en allemand à partir du grec, oikos, logos, c'est-à-dire la connaissance du domaine, la connaissance de la maisonnée, si vous voulez, par Ernst Haeckel, qui est un médecin, qui est aussi un herboriste, et qui est un grand voyageur. Et ce Ernst Haeckel est darwinien. Donc, toute une pensée de la lutte pour la vie, etc., de la sélection naturelle. Et donc, il invente ce terme, et il dit j'appelle l'écologie la science, on n'est pas à l'époque du scientisme, donc c'est forcément une science, la science des interrelations entre les éléments constitutifs d'un même ensemble. Donc on voit bien qu'il a cette idée, il n'a pas de terme encore, le terme arrivera beaucoup plus tard, d'écosystème, il arrivera en 1935 seulement, sous la plume de Tansley. Mais donc on est là dans quelque chose de très intéressant, il faut faire cette espèce de géohistoire des idées pour pouvoir ensuite entrer dans le vif du sujet. Ça, c'était mon préambule, donc je vais rentrer maintenant dans le sujet de ma conférence. Donc, la région, il y a une espèce de préhistoire, je vais vous mentionner quelques éléments, et puis ça disparaît. Ça disparaît, sauf sous Vichy, où là, l'État national, donc, comme vous le savez, moi je me suis aperçu que beaucoup de mes étudiants l'ignoraient, c'est un État national, donc c'est une rupture avec la République, ce n'est pas une quatrième République, c'est un arrêt de la République, c'est anti-républicain. Et ça crée un État national qui repose sur la corporation. On met tout en corporation, les paysans, les ouvriers, les jeunes, les femmes, etc. Et on crée des chartes. La charte du travail, la charte du logement, etc. Et puis, les gens qui veulent se faire bien voir du système, comme le dénommait Le Corbusier, va écrire une charte d'Athènes. Vous voyez, on ne va pas demander, mais il va l'écrire pour être bien vu du système de Vichy. Donc ce texte sort anonymement en 1942, je précise. Ça sortira avec sa signature comme 1957. Donc c'est un vocabulaire pétiniste, si vous voulez, la notion de charte, comme celle de corporation. Et donc c'est une toute autre société qui est mise en place. Et bien là-dedans, il y a une réforme régionale qui est prévue et qui va l'apporter deux des auteurs dont je vous parlais tout à l'heure, de 1911, qui ont donc une espèce de continuité de leur velléité de transformer la France pour le bien du local, j'allais dire, pour que le local puisse vraiment s'exprimer et avoir droit au chapitre, indépendamment des lobbies parisiens, et puis du parisianisme, et puis de ce que le maire tout à l'heure a très bien dit, du politique politicienne. Là, on n'est pas à ce niveau-là, on est pour essayer de faire au mieux avec les gens de sa région pour que celle-ci soit la plus agréable à vivre. Alors Vichy, bon, je vais en faire l'histoire de mon degré, et puis là, il y a un trou. Et à partir des années 60, porté par la gauche, par Mendès France, le club Jean Moulin, en 1962, propose une réforme des régions. Un an plus tard, Gaston Defferre écrit un ouvrage sur les régions. C'est intéressant parce que c'est le même Gaston Defferre qui, 30 ans après, va établir les lois de la décentralisation. Un jeune gars qui s'appelle Michel Rocard a un très beau titre, du reste, c'est Décoloniser les provinces. Le titre est très fort, Décoloniser les provinces, en 1965, etc. Donc, je ne vous les cite pas tous, mais il y a là 7 ou 8 ouvrages, La Révolution régionaliste de Robert Laffont, pour l'Occitanie, le livre, etc. Donc il y a là à nouveau une espèce de prise de position. Arrive mai 68, mai 68 casse totalement cette réflexion sur le régionalisme. Mai 68, de droite comme de gauche, ou d'extrême gauche, ou d'extrême droite, alors, tous les courants de pensée qui vont surgir et se façonner à ce moment-là sont tous contre la région, qui leur semble un objet non seulement désuet, mais réactionnaire.
gros, pour le dire comme ça. Donc, du coup, ce n'est plus dans les préoccupations, sauf de quelques autogestionnaires qui eux-mêmes disparaîtront, j'allais dire malheureusement, parce que j'ai une certaine tendresse pour l'autogestion, qui vont quand même disparaître comme si de rien n'était. Et donc, la région n'est plus quelque chose sur lequel on espère construire quelque chose. Or, ce dont je vais vous entretenir dans quelques instants, c'est la notion de biorégion. Alors là, évidemment, il y a quand même bio local, il y a région. Y a-t-il des passerelles, des continuités, au contraire des ruptures entre les mouvements politiques que je suis en train de mentionner et ce que d'autres aujourd'hui sont en train de faire? Je suis obligé de revenir en arrière et de sortir de France, parce qu'on n'est pas les seuls à penser la question régionale. Il y a un auteur écossais, alors vous voyez, j'ai bien dit écossais, lui-même ne se présente pas comme anglais ou britannique, il se présente comme écossais, qui s'appelle Patrick Geddes, qui a terminé sa vie à Montpellier, à quelques kilomètres d'ici, où il va mourir, et en 1928. Et donc, Patrick Geddes est un homme absolument étonnant. On ne peut pas dire ce qu'il était. Il est sexologue, il est de formation, il est biologiste, spécialiste des animaux, de la flore des océans et de la faune des océans. Il vient de l'aéroscope, etc. Mais il est aussi pédagogue, il crée une école avec sa femme. Elle enseigne, il y a 2 disciplines seulement pour les enfants, pour toute leur scolarité, la musique, avec sa femme, qui est musicienne, pianiste, et lui, il enseigne le jardinage. Et donc, ils ont que ces 2 disciplines. Donc, il n'y a pas calcul, je ne sais pas quoi, géographie, histoire, tous ces trucs, dictée. Il n'y a pas tout ça. Il y a musique et jardin. Été comme hiver, et les résultats sont absolument probants. Alors, évidemment, il est très ridiculisé par le milieu local, et pas seulement, on l'attaque, et on prend comme exemple ses enfants, et il se trouve que ces 3 enfants, qui ont été élevés comme ça, sont d'une créativité incroyable, dès 16-17 ans, parlent plusieurs langues, apprennent de tas de choses, jouent de la musique. Bon. Donc en fait, on n'arrive pas trop à l'attaquer, parce que finalement, c'était pas si mal d'avoir que 2 disciplines, sans aucun horaire, et sans aucune note, et sans aucun devoir à rendre. Hein. Donc vous voyez, c'est une pédagogie qui malheureusement n'a pas pris, qu'on retrouve un peu chez Freinet, qu'on retrouve un peu chez Maria Montessori ou chez Steiner, mais qui reste très très marginal, hein, ne rêvons pas. Là, ce même personnage, il acquiert une tour à Édimbourg où il habite, et cette tour, il va la transformer en Outlook Tower, c'est la tour de l'observation. On grimpe dans cette tour, et au fur et à mesure qu'on grimpe jusqu'au toit, où là on a une aire d'observation panoramique, eh bien on va apprendre la ville et sa région. Voilà, c'est là où on est arrivé. C'est-à-dire que dans l'Outlook Tower, on grimpe, on a des salles où il va y avoir des plans, des cartes, on apprend à lire les cartes et les plans parce que c'est pas spontané. Ensuite, il y aura des photographies de l'évolution des villes, de sa propre ville. Il y aura des moyens d'enquêter sociologiquement, démographiquement, écologiquement sur cette ville, etc. etc. Donc c'est un apport incroyable. Il a été fasciné par l'exposition universelle de 1900 à Paris, et il a eu l'idée, vous donner juste une impression du personnage, il arrive à Paris, il dit, mais l'exposition de 1900, 60 millions de visiteurs, c'est-à-dire plus que la population française de l'époque avait 40. Donc c'est un événement majeur, ça fait 6 mois. Manque de bol, le métro qui va être inauguré est en retard, donc c'est inauguré après, mais enfin, peu importe. Je ne vais pas faire de conférence sur cette exposition de 1900, mais lui, il se dit, incroyable, toutes ces compétences de toutes les langues, d'Afrique, d'Inde, de Chine, ils sont tous là, et on ne se parle pas parce qu'on ne parle pas les mêmes langues. Eh bien, faisons que un artisan thaïlandais, un musicien mexicain, un universitaire botaniste américain, eh bien qu'on leur donne la possibilité de donner une conférence dans leur langue. Il y aura forcément dans le public des gens qui comprendront cette langue. Donc c'est déjà une espèce de préhistoire de l'université de tous les savoirs, si vous voulez. Et lui, il part toujours comme ça. Donc il invente l'université d'été. Ça, je lui reproche parce que maintenant il y en a trop. Tout le monde fait des universités d'été. C'est assez effrayant. Enfin, lui, il a inventé ça, c'était pas idiot. Et là, il a rencontré beaucoup de Français, en particulier tous ceux qui venaient de l'école de Frédéric Leclerc. Donc, un sociologue qui partait du terrain. Il a parcouru dans ses enquêtes, dit-on, 200 000 km. Donc, c'est pas, en sa vie, c'est pas
à l'époque, à Cholet. Donc, Patrick Guédès a cette idée qu'une ville est plus qu'une ville. Donc, quand il sort son livre majeur en 1915, Cities in Evolution, il invente le terme de conurbation pour bien dire qu'il y a quelque chose qu'une ville échappe à ses propres limites administratives, physiques, si c'est une fortification, etc., et qu'elle a affaire avec quelque chose de plus vaste qu'il appelle une région, mais il l'appelle une biorégion parce qu'il est persuadé que cette région a des qualités biologiques particulières. C'est-à-dire qu'une région ici, là, ça a été très bien dit par le maire, j'étais ravi, préparer un exposé, il dit voilà, il y a l'eau, il y a les collines, il y a les montagnes, etc. Donc bah, ça, c'est une configuration qu'on n'a pas, je ne sais pas, mettons, à Biarritz ou à Brest, je ne sais pas quoi. Donc c'est pas parce qu'il y a l'eau et la montagne qu'on aura la même configuration. Donc ça, Patrick Guédès a trouvé que chaque biorégion avait ses spécificités. Donc il en déduisait en tant que praticien d'urbanisme, parce qu'on va lui demander de créer la ville de Tel Aviv, on va lui demander de redessiner Madras et Bombay, qui appartiennent à l'époque à l'Empire britannique, donc il y va accompagné d'un économiste, Adam Keynes, qui met sur pied l'enseignement de l'économie en Inde en 1915. Bon. Et là, il s'aperçoit qu'il faut faire du cas par cas. Alors ça, c'est un point énorme qui fait qu'il ne sera jamais traduit en français. Parce qu'en France, on a un urbanisme étatique de hauts technocrates qui savent tout pour tout le monde et qui nous imposent leur conception du bonheur. Donc, surtout pas le cas par cas. On fait le grand ensemble, on en construit 1627 jusqu'au moment où Olivier Guichard va, en mars 1973, stopper la production de ce truc dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. On n'arrête pas de mettre des milliards là-dedans pour faire, on appelle ça la ville de la ville, et ça ne résout pas les problèmes. Donc là, des fois, il y a des formes architecturales et urbanistiques qui sont anxiogènes et qui sont d'une incroyable violence. On ne peut pas les recycler. Il faut des fois avoir ça en tête. Et nous, on a déjà cette idée, non, on va y arriver, le grand ensemble c'est super. Non. Enfin, je ne vais pas tomber dans un détail, j'ai écrit tout à l'heure là-dessus, où je démontre, j'espère démontrer que c'est une forme architecturale urbanistique, comme la Gaîté de Community, comme le centre commercial, comme le gratte-ciel, qui sont inurbains. J'invente le terme de inurbain, comme il y a inhumain. Alors, je reviens en arrière. Guédès a cette inventivité incroyable, et il a une oreille attentive aux États-Unis d'un jeune type qui s'appelle Lewis Mumford, qui est né en 1895 et qui meurt en 1990, qui ose lui écrire, et Guédès lui dit venez me voir à Londres. Alors ça marche comme ça. Et puis il discute le coup, et ensuite il l'invite à faire une tournée de conférence aux États-Unis en 1923, l'année même où Lewis Mumford, avec des architectes, des urbanistes, des sociologues, des géographes, crée l'association américaine du régionalisme. Alors c'est un point important, c'est que pour eux, les États-Unis, ce n'est pas une fédération, une confédération. Il faut, en plus des États qui existent, il faut redessiner des régions urbaines. Le terme est chez eux. Et le théoricien de ça s'appelle Benton McKay. On n'a pas traduit ses livres en français. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est lui qui... C'est un forestier au départ. Donc il est très très lié à Aldo Leopold. Vous voyez qui c'est? Aldo Leopold, c'est aujourd'hui la référence numéro 1 aux États-Unis sur la question environnementale. C'est lui qui a inventé l'éthique de la Terre. Il a dit que l'environnement était une question d'éthique et pas simplement une question d'organisation territoriale. Et Aldo Leopold a un grand livre qui a été acheté, je ne l'ai pas lu parce que des fois on achète des bouquins, on ne les lit pas, donc je me dis, a été acheté par 32 millions, paraît-il, de personnes dans le monde. Aldo Leopold, ce livre s'appelle Almanach du Comté des Sables. Le Comté des Sables, c'est là où il résidait, donc c'est un almanach parce qu'il introduit la dimension temporelle. Il voit bien que selon les saisons, eh bien, la manière d'entretenir notre relation, nous humains, avec le vivant change. Et donc, évidemment, il est très attentif à ça. Il est tellement attentif qu'il est un observateur incroyable, d'une très grande finesse. Il voit très bien quels sont les oiseaux qui sont présents, ceux qui ont disparu d'une année sur l'autre, etc. Pareil pour les arbres, pareil pour les fleurs, etc. Donc, Aldo Leopold écrit ce livre dans lequel il y a un chapitre qui est mondialement célèbre parmi les écologistes, qui est le suivant, penser comme une montagne. Il invite les gens à
penser comme une montagne, c'est-à-dire à demander aux élus, à demander aux promoteurs, etc., et aux citoyens, montagne, veux-tu une piste de ski? Veux-tu une remontée mécanique? Veux-tu un hôtel avec une vue panoramique? Et la montagne répond non, on n'en fait pas. Alors, évidemment, c'est métaphorique. Il dit, je pose la question de la montagne pour bien comprendre que l'être humain appartient à la nature comme le monde vivant et qu'on ne peut plus les séparer comme on l'a trop longtemps fait en Occident. Il y a une espèce d'unité fondamentale qui fait que du coup, l'humain qui lui sait parler, il doit faire l'effort de parler pour les arbres, de parler pour les montagnes, de parler pour les ruisseaux, de parler pour le rivage, c'est-à-dire de poser le pour et le contre en permanence, si vous voulez. À l'université d'été des urbanistes cette année, j'ai appelé à ne plus parler de ce terme qui est pour moi toxique, qui est l'urbanisme, et je suggérais l'idée de ménagement environnemental. Dire, voilà, vous êtes des ménageurs, pas des managers, des ménageurs. Ménager, ça veut dire prendre soin. Donc, prendre soin de quoi? Prendre soin des lieux, des sites et des choses. Il n'y a rien de plus simple, et il n'y a rien de plus stimulant comme métier, j'imagine. Eh bien, moi, je n'étais pas très convaincu. Je préférais garder leur appellation d'urbaniste et d'architecte, etc. Mais, en même temps, je leur ai donné une autre idée, qui ne les a pas convaincus non plus, qui était de dire que l'architecte et l'urbaniste, fondamentalement, c'est un contradicteur. Parce qu'il doit toujours dire, je vais construire ceci pour les humains, mais quelles en seront les conséquences pour le monde vivant, dans lequel les humains existent, évidemment. N'oublions pas que, là, il faut revenir au grec dont je parlerai tout à l'heure. En grec, il y a deux termes pour dire vie. Il y a bios et il y a zoé. Zoé va donner zoologie, etc. Et bios va donner biographie, va donner biologie, etc. Donc on voit bien qu'il y a là une approche les plus subtile qu'en français où il n'y a qu'un seul mot, pour bien montrer qu'il y a une parenté entre le vivant et l'humain. Du reste, quand on va inventer l'horloge biologique des plantes et des animaux, ensuite on l'adaptera aux humains pour parler de chronobiologie. Donc on voit bien qu'on a des rythmiques et des temporalités comme tout vivant. Nous, humains, un peu différemment, évidemment. La preuve, c'est qu'on en a conscience. Donc, on sait qu'il faut prendre 2 médicaments par jour, ce que l'oiseau ne sait pas, ou l'ours. Bon. Donc, la biorégion arrive aux États-Unis via l'Écosse sans passer par la France. Mais dans la bibliographie de Lewis Milford, je trouve le livre de Charles Brun de 1911 sur le régionalisme. Donc vous voyez quand même là, il y a des espèces de connexions intellectuelles. Il faut toujours faire une géohistoire, voir comment ça circule d'un pays à l'autre, pourquoi, qui en est le passeur, pourquoi ça prend pas. Des fois on a des idées, mais les idées arrivent et puis top, il n'y a personne pour les réactiver. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que en France aujourd'hui, tous ceux qui se présentent comme territorialistes et qui sont des militants de la biorégion, eh bien, se nourrissent d'un penseur italien qui s'appelle Alberto Magnaghi, qui est né en 1941 en Italie, qui, je connais très bien, qui a créé la fondation, la Société des territorialistes à Florence, mais auparavant, il avait créé une association de la commune, des communes nouvelles, c'est-à-dire comment redéfinir la municipalité et son organisation. Donc c'est des points excessivement importants. Pourquoi écrit-il le projet local, titre de son premier livre, en 2000 en italien, traduit en 2003 en France, traduit en 2003 en français, pardon, mais en Belgique, par Marc Daga. Je signale ça parce que, bon, moi, ceux qui me connaissent un peu savent que je travaille aussi dans l'édition, et je me suis battu pour faire traduire Alberto Magnaghi, comme pour faire traduire Jan Gehl, par exemple, qui est un des... Voilà, si vous êtes architecte urbaniste paysagiste, il y a un auteur à lire aujourd'hui sur la ville de la taille humaine, c'est le titre de son livre, c'est Jan Gehl. Bon, c'est un Danois. Bon, moi, je les avais lus en anglais. Je n'ai pas trouvé d'éditeurs français, donc c'est toujours les Suisses, les Belges ou les Canadiens qui les publient, les Québécois. Donc, le deuxième livre d'Alberto Magnaghi, qui s'appelle La biorégion urbaine, le territoire comme bien commun, je vais reprendre tous ces termes dans quelques instants, est publié par Hétérotopia France, et une maison d'édition italienne dont je suis le cofondateur. Vous voyez, ça n'est pas pris par les autres maisons. Alors maintenant, comme les livres en marche, évidemment, il est courtisé par Flammarion l'autre, vous voulez
Vous voyez, mais alors il ne le fait pas parce que c'est un militant d'affaires. Et donc, vous voyez, c'est pour vous dire que l'histoire des idées, c'est aussi une histoire qui ne va pas de soi. Ça, je veux préciser. Hein. Si Guedes n'est pas traduit, c'est un blocage. Si Benton McKay n'est pas traduit, ça montre bien qu'il n'y a personne en France qui porte cette réflexion théorique sur qu'est-ce que c'est qu'une biorégion, par exemple, hein, ou sur qu'est-ce que c'est que la territorialité. Donc on voit bien qu'on a un peu les débats qu'on a. Je fais de la palissade exprès. Hein, on est souvent, on se met à l'abri d'une réflexion qui nous entraînerait trop loin, qui nous dirait, ben non, tous ces outils-là, ça ne marche plus, mettez-les de côté, vous êtes sympa, mais mettez-les de côté. Bon, moi, quand je dis ça dans les conférences publiques, moi je dis l'urbanisme et le moment occidental productiviste de la ville, j'en suis persuadé. Et si j'en suis persuadé, c'est que j'observe le monde et que je m'aperçois que dans la majorité des pays qui s'urbanisent aujourd'hui, ça se fait sans urbanisme. Ce soit bien ou mal, c'est autre chose. Mais nous, on continue, on est là, une législation précise, le cluster, l'écoquartier, le tramway, que des trucs d'une autre époque, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'inventivité dont parlait le maire tout à l'heure. On n'est pas dans l'expérimentation et dans l'invention de quelque chose. On s'appuie encore sur les vieux trucs en pensant que ça va être mieux. Imaginez une pollution, moi je suis une pollution sonore, et là je suis là, je fais du bruit. Ah, un écoquartier, ah, je vais le contourner. Vous voyez, non, ça n'a pas de sens. Donc on voit bien qu'il nous faut penser la question environnementale comme étant quelque chose, comme je l'ai dit au tout début, processuel, interactionnel, je cherchais le bon terme, et puis surtout transversal. Alors j'en arrive maintenant à Alberto Benelli. Pourquoi parle-t-il de projet local? Il parle de projet local parce qu'il s'aperçoit que le monde entier, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, est mondialisé. Il y a une globalisation de l'économie, une globalisation des systèmes de télécommunications qui font que le monde entier est maintenant totalement unifié et que c'est ce qu'il appelle la mondialisation par le haut. Et cette mondialisation par le haut méprise le territoire, ne s'intéresse pas au territoire du tout. Du reste, ce capitalisme mondialisé passe son temps à délocaliser, donc à déterritorialiser des populations, des usines, des savoir-faire, des produits du terroir, des cultures locales, des musiques. Hein, tout d'un coup, la Jamaïque n'est plus en Jamaïque, les meilleurs musiciens de reggae sont à New York, les meilleurs studios d'enregistrement sont à Londres. Vous voyez, donc tout ça est déterritorialisé, on ne sait plus du tout qu'est-ce qui serait local. Et donc lui, il dit, bah, au niveau local, il y a quand même des gens, il y a aussi des qualités spécifiques à une région. Alors, il commence par la Toscane, il y a des oliviers, donc il y a une qualité économique qu'on a perdue à cause de la mondialisation. C'est-à-dire que chaque petite micro-région est totalement dépendante de ce qui vient d'ailleurs. Donc, eh bien non, qu'on fabrique un vélo, qu'on fabrique une voiture, qu'on fabrique une machine à laver, qu'on fabrique un ordinateur, là, en Toscane. Et ce n'est pas un retour au passé, puisqu'au passé, ça n'existait pas, ces éléments-là. Donc, c'est au contraire une inventivité. C'est-à-dire dire tout de suite, il y a un problème d'emploi, eh bien, le salariat, c'est en voie de disparition, parce que la globalisation par en haut est contre le salariat, c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer nous, parce qu'on a une pensée occidentale. Moi, je dis toujours à mes étudiants, il faut vous désoccidentaliser l'esprit. Et ça, c'est très difficile, parce que la presse, les médias, on est dans ce monde occidental assez arrogant, assez autosatisfait, et on ne voit pas qu'ailleurs il se passe plein d'autres choses. Vous mentionnez très justement qu'il y avait mille et une petites expérimentations en France, petites au sens de la taille, mais riches, incroyables. Oui, mais à l'échelle mondiale, c'est encore pire, sauf qu'on ne le sait pas. Et donc, se désoccidentaliser l'esprit, ça veut dire tout d'un coup, dire, bah, par exemple, il y a plusieurs partis politiques en Colombie, au Pérou et en Bolivie, où les candidats se présentent pour ne pas être élus. Écrit. S'ils sont élus, ils n'iront pas. Ce sera celui qui est en dessous, le numéro 2, qui sera maire ou député. Eux, ils veulent simplement, en tant que citoyens, poser des questions et faire réfléchir la population. Alors, manque de bol, ils arrivent en tête. Et ils ne vont pas au pouvoir. Ils ne veulent pas de pouvoir. Ils ne veulent pas de pouvoir parce qu'ils pensent que le pouvoir est impossible à gérer à partir du moment où on est dans un système totalement globalisé. On est là dans des contradictions inouïes. Ça pose la question du politique, évidemment. On parle de la COP 21, il y a quand même un truc incroyable quand on y réfléchit. Le même président de la République qui va accueillir les congressistes
va en même temps dire la France est candidate au Géo et à l'exposition universelle. Or, il serait un président normal. Il dirait la progression climatique est telle que je pense qu'il nous faut inventer d'autres types de compétitions sportives, si jamais on veut rester dans ce truc. Moi je m'en fous, mais enfin admettons que ça fait des gens. Comment faire pour qu'il n'y ait pas tous ces déplacements incroyables, toute cette espèce de dépenses énergétiques folles, de coûts de transport invraisemblables. On doit pouvoir inventer quelque chose. Pareil pour l'exposition universelle. Ça s'est fait au XIXe siècle, finissant, parce que ça avait du sens. Et aujourd'hui, on peut tout transmettre par. Enfin, je vous montre la télé, la caméra, mais c'est pas ça que je veux dire, mais on peut tout montrer ailleurs. Moi, je fais des soutenances de thèse avec le Skype, c'est très bien. Pourquoi forcément prendre un billet d'avion ou de train qui est si coûteux pour aller à un endroit alors que techniquement on peut communiquer. Ouais, c'est des choses. Alors évidemment, ça ne remplace pas un autre point qui est décisif, bien sûr, qui est la rencontre personnelle, évidemment. Moi je suis très content d'être là et très content après de voir un coup, deux. Bon. Donc ça, je pense que le rapport physique charnel est décisif, hein, évidemment. Mais pour d'autres cas, on peut les régler comme ça. Voilà ce que je veux dire. Donc, il pense le territoire de la manière suivante, Alberto Benedetti. Le territoire n'est pas donné. Vous voyez, c'est difficile intellectuellement de l'admettre. Le territoire n'est pas donné. Il résulte. Il résulte de quoi? Il résulte d'une histoire d'amour entre une population et un site. Alors j'ai dit ça d'un truc, ça déclenche le fou rire. Et certainement, intensité des gens, mais c'est là-bas, non. Le territoire, l'Alsace existe depuis des millénaires, l'Aquitaine aussi, c'est pas cet Italien qui veut changer les choses. Si, il a absolument raison, c'est que tout d'un coup, vous avez là une espèce de complicité qui doit se créer, et si elle ne se crée pas, on le voit bien pour le découpage des 13 régions, et ben, ce sera un truc technocratique. On peut toujours en créer des trucs technocratiques, mais ça ne mobilisera pas les gens, évidemment. Et donc il n'y aura pas les transformations. Pourquoi vous croyez que je passe du coq à l'âne, mais pas du tout. C'est dans la même logique. Le grand ensemble, pourquoi les politiques de la ville ont foiré? C'est parce qu'on ne partait jamais des gens. On partait de structures. La politique de la ville a créé des emplois de gens qui faisaient la politique de la ville. Ça n'a pas créé du tout des structures autogérées, des associations d'habitants qui prenaient en charge l'entretien, la réparation des ascenseurs. Les ascenseurs sont en panne. Aucun habitant des cités que j'ai pu visiter ne sait le réparer. C'est aberrant. C'est ça la convivialité. Un outil convivial, Illich le disait très bien, c'est un outil qui nous assure notre propre autonomie. Si ça assure notre propre dépendance, ce n'est pas un outil libérateur. Alors, et dans les HLM, hôpital de longue maladie comme Godard, il y a plein de gens, d'ouvriers qui savent réparer les ascenseurs, mais qui sont au chômage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout d'un coup, non, attendez votre tour, voilà. Et puis les maires, moi, ils m'ont raconté, des maires de la banlieue parisienne que je connais bien, ils me racontaient, politique de la ville, on s'en fout, c'est un guichet. C'est un robinet. Je ne vous donne pas les noms de collègues, mais il dit, moi j'y vais, bon, puis hop, je dis, je n'ai pas besoin de temps, puis je fais autre chose, si je peux, avec les habitants, etc. Voilà. Donc c'est pour vous dire que Alberto Benedetti s'aperçoit que le territoire n'est pas une donnée, mais un résultat, et que ces résultats, évidemment, engagent tout le monde, et c'est pour ça qu'il appelle le territoire un bien en commun. J'ai un petit débat avec lui, il dit bien commun, et je lui dis non, il faut dire bien en commun. Parce que le bien, juridiquement, est aliénable. Juridiquement. Par contre, un bien en commun, c'est un bien qui nous engage les uns vis-à-vis des autres. Communitas en latin, ce n'est pas le partage, parce que souvent on dit on a en commun, on fait un pot commun, on a tous la main à la poche et puis on partage. Vous avez tous vu le cas, moi j'ai vu ça quand j'étais petit, mes frères et sœurs étaient plus grands que moi, quand on partageait la tarte, moi j'avais un petit bout parce que j'étais petit, et eux ils avaient des grandes parts, donc sur Rémi, il faudrait qu'il y ait un ministère de la tarte, de l'égalité des tartes. Donc on est pris là-dedans, si vous voulez. La communauté, c'est ce qui engage les uns et les autres. Il y a une dimension morale et une dimension personnelle, affective, existentielle, j'ose le terme, qui me plaît beaucoup. Et donc, par conséquent, un territoire, une biorégion, ce n'est pas simplement quelque chose qui relèverait d'une structure politique. Elle relève d'une structure
existentielle. Il faut inventer une écologie existentielle qui combine territorialité et temporalité. Et là, on en est au tout début, Comment voulez-vous transformer le Grand Narbonne et lui permettre de réagir à tous les défis qu'il doit relever s'il n'y a pas une réflexion de fond sur les temporalités et les rythmes? C'est impossible. En France, il y a une association qui s'appelle Tempo Territorial, qui réunit les municipalités qui ont des bureaux du temps. Elles sont 5-6. C'est un ridicule inouï. Ça naît aussi en Italie en 1990. C'est la loi Turco, la sénatrice communiste, qui avait suggéré ça. Inventer, là moi je préfère maison autant que bureau. Parce que bureau, ça crée des bureaucrates à tous les coups. Donc une maison bah, c'est là où on va. C'est comme chez nous, ça nous accueille. Et là, au niveau architectural, je dis pour les étudiants qui sont là, dans l'exposition que je viens de faire à Dunkerque sur la ville récréative, c'est-à-dire sur les grands oubliés de la ville, c'est les enfants, j'ai visité des tas d'écoles en France. Les seules qui sont intéressantes, de mon point de vue, ce sont celles qui rompent avec les normes, non sans mal, et qui créent une maison pour chaque classe. Chaque classe est une maison, un pavillon. Et les pavillons sont autour d'une place centrale qui est la cour de récréation, mais cette cour centrale est aussi un lieu de passage des habitants. Et dans chaque maison, vous avez une cuisine, vous avez des toilettes, une pour filles, une pour garçons, et vous avez la salle, la pièce commune, et puis à côté, d'autres petites pièces qui sont l'atelier pour fabriquer des choses. Dans ces écoles-là, les petites filles vont aux toilettes. Dans les écoles françaises habituelles, 85% des petites filles ne vont pas aux chiottes. D'où des maux de ventre, de la constipation, etc. Vous voyez, parce qu'on a la norme, c'est 12 toilettes, comme ça, avec la porte ouverte en bas et au-dessus. Bon, il n'y a pas cette notion d'intimité, cette notion de pudeur. Alors par contre, dans une maison, dans ma maison, c'est ma classe, c'est ma maison, là j'ai des toilettes, j'y vais. Et alors les femmes de ménage, moi on a enquêté, elles sont ravies parce que c'est beaucoup plus propre, évidemment. Donc, c'est pour ça que je suis pour le droit de vote à 12 ans, parce que si on ne permet pas la responsabilisation des enfants, on ne peut pas avoir par la suite cette pratique démocratique au niveau de la ville, au niveau de sa région et au niveau de son territoire. Alors, Alberto Maniaghi, il invente dans ce deuxième livre, La biorégion urbaine, cette idée, alors là c'est très très compliqué, je donne quelques indices parce que ce serait trop long à expliciter, parce que comme tout est lié, il explique, et ça a été dit par certaines personnes tout à l'heure, on s'aperçoit que comme tout vient d'ailleurs, il n'y a aucune autosuffisance alimentaire par exemple. On est dépendant de tout. Et bien du coup, la biorégion intégrée à un territoire, qui résulte de cet acte d'amour, etc., eh bien, est préoccupée par toutes ces dimensions-là. Et donc, du coup, là, on a une autre manière d'appréhender le travail, les distractions, la production, etc., etc., parce qu'on le voit bien, un jardin partagé, quand vous regardez les études faites par les sociologues, ça ne répond pas du tout aux mêmes attentes parmi les gens qui sont là. Ça dépend de leur âge, ça dépend de leur parcours de vie. Il y en a qui viennent là pour voir du monde, parce qu'ils sont isolés. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont absolument besoin de récupérer des blettes, des carottes, des navets, etc. Puis piquer des œufs, non, piquer, j'exagère, prendre des œufs. Et puis il y en a d'autres qui viennent parce que c'est un loisir. Un jardinier, c'est un désir, c'est même un exercice physique, il faut en faire, etc. Donc il y a plein, c'est ça qui est important, c'est que je pense qu'il y a plein de motivations différentes, parfois qui sont contrariées par les normes. Alors là, mais il est parti. Le maire de Narbonne disait une chose avec laquelle je n'étais pas tout à fait d'accord, c'est que oui, bien sûr, il faut des règlements. Il dit que c'est des règlements qui ont tous été pensés pour améliorer les situations. J'en suis pas persuadé, je n'ai pas de contre-exemple. Mais bon, il n'est pas là, donc je n'en ai pas. Je pense qu'on peut effectivement réexaminer, c'est ce que font les villes du réseau des Slowchita, les villes Nantes, et le réseau des villes en transition, qui parle de Totnes. Ça commence par réexaminer toute la législation. Un de mes amis, Patrick Bouchin, qui construit beaucoup, qui a fait cette école avec ses maisons différentes, non sans mal, comme je vous l'ai déjà dit, en faisant travailler que des artisans locaux. Il a eu la visite chez lui, au Lyon du Toit à Paris, du responsable régional de cette école, de Bouygues, qui lui a dit, si tu continues, voilà,
parce qu'attention, le monde de l'économie, c'est pas détendre. Hein, et lui, il avait compris, il avait ça aussi à Boulogne, son mère, vous avez tous suivi cette opération. Il y avait 60 maisons ouvrières assez pauvres, très pauvres, vétustes, et puis surtout une autre époque dans la conception des normes de sécurité et surtout de confort. Une population très précarisée, etc. Il y avait une maison de libre. Il a l'eau, il met une architecte de son équipe dedans, et il lui dit, bah, tu vas observer, et tu vas refaire ta maison. Tu vas montrer l'exemple, tu vas faire ta maison, tu vas faire une maison joyeuse, très colorée, elle refait tout, évidemment, en respectant au maximum les normes environnementales, et puis elle discute avec tout le monde. C'est un boulot énorme, parce qu'elle était devenue assistante sociale en même temps. Tout le monde venait me demander de regarder les papiers, tout ça, de commencer à en avoir marre, mais bon, elle l'a fait. Et du coup, lui a démontré qu'il allait refaire toutes les maisons, comme les gens le veulent, ceux qui habitent là. La couleur du papier peint, s'il y a du papier peint, du parquet, les filets, tout ça, comme les gens veulent, avec que des artisans locaux, qui souvent sont beaux-frères ou cousins de ces gens qui vivent là, pour moins cher que l'enveloppe globale. Roland Castro arrivait, cassait tout, il faisait tous ces états d'idées, ils arrivaient comme ça. Et lui, c'était le seul qui dit, ben non, quand j'ai expertisé, elles ne sont pas humides, elles ne sont pas mal orientées, les gens sont ces gens de maison, il y a un affect énorme, gardons-les, et puis on va simplement les transformer, les embellir, les améliorer. Bon, voilà. Donc c'est pour dire que tout ça est faisable, mais c'est des structures mentales qu'on n'a plus. Prenez Lucien Crawl, par exemple, qui est un autre architecte belge, qui est le théoricien de l'incrémentalisme. Là, c'est pareil. On lui dit, voilà, vous allez faire à Auxerre, vous allez faire 90 maisons. Et il dit, il joue. Le naïf, il dit 90 maisons pour 90 familles différentes. Alors, il dit oui, il dit, ben, je vais vous faire 90 maisons différentes. Alors évidemment, on n'a pas cru. Mais vous ne comprenez pas. Il dit, si, les gens ne veulent pas les mêmes fenêtres, ne veulent pas les mêmes portes d'entrée, ne veulent pas les mêmes largeurs de portes à l'intérieur. Oh ben, je les ai tous entendus, je les ai tous interrogés, je vais faire ta maison en vie. Et il fait un atelier de construction des huisseries sur place. Et c'est moins cher que la paire. Évidemment, il se met à dos tous les autres qui arrivent. Moi, j'ai déjà fait 80 maisons à Nîmes, à Narbonne, je peux vous les faire dans le Nord, c'est pareil, je sais faire. Mais non, on ne sait pas faire parce que ça dépend du terrain, ça dépend de l'orientation, ça dépend du climat, ça dépend des habitants, etc. Et donc, vous voyez, c'est des choses aussi simples que ça. Alors, lui, il a trouvé le mot incrémentalisme, qu'il emprunte à des économistes nord-américains. L'incrémentalisme, c'est petit à petit. Ça veut dire, on le traduit en français par pas à pas. Je fais quelque chose pas à pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une temporalité. C'est que je n'ai pas un projet d'urbanisme comme à Paris, par exemple, la Seine-Rive gauche, le Pentagone, c'est ça, il n'y a rien, on va terminer. Non, non, j'avance à petits pas, j'ai plus d'argent, ça ne plaît plus, il y a des problèmes, on arrête. Mon projet est réversible, il est mutable, il est donc incrémental. Mais ça, c'est pas enseigné, on ne l'a pas forcément spontanément en tête. On croit au contraire qu'un projet, c'est de ça à ça, et c'est tout. Alors évidemment, ça veut dire modifier aussi tous les principes de la conception, de la concertation et du financement, bien sûr. Donc là, on a des éléments, vous voyez, très précis sur des opérations réelles. On n'est plus, je vous disais tout à l'heure, il y a plein d'exemples qu'on sait maintenant aller voir. Moi, j'ai préfacé un bouquin d'un jeune collectif, qui s'appelle Collectif ETC, où justement, ils ont été voir en France, ils ont fait un tour, ça s'appelle ça Détour de France, ils ont fait un tour de France de toutes les opérations originales. À leurs yeux, deux jeunes diplômés de l'école d'architecture de Strasbourg, ils sont partis en vélo pendant un an, et puis dès qu'ils pouvaient travailler dans leur métier, ils ne faisaient pas des petits boulots sur eux, non, ils trouvaient des municipalités qui leur confiaient une enquête, ou un marché à retaper, ou à repenser des kiosques, etc. Et du coup, ils vivaient, ils partageaient le même salaire, par exemple 800 € par mois, ils étaient logés par la municipalité, maintenant ils sont basés en résidence à Marseille, mais ils essaiment, et je vois pareil maintenant des étudiants en design, des étudiants en paysage, qui font un tour de France des bonnes opérations dont on leur a parlé. Et donc, ils vont voir des collectifs comme eux, et puis ils s'aperçoivent qu'on peut faire des choses. Parce que le solaire, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le toit seuil de ressources.
seuil de la terre. C'est l'histoire de l'âge, du parquet, tout ça. Et celui du toit, j'avais beaucoup lu à l'époque sur le solaire. Les panneaux solaires, aujourd'hui, ça a 50 ans. Voilà. Ça n'a pas pris. Ça commence tout modestement à être utilisé. Cultivé sur les toits. En 1906, vous voyez, rétro-prospective, en 1906, Georges de Montenac publie Des fleurs et des villes. J'achète ce livre, je le lis, je suis sidéré, chapitre 3, et si on cultivait sur les toits? Et il analyse, évidemment, il s'aperçoit que c'est pas possible quand on a c'est à Lausanne, quand on a des trop forts changements climatiques, il faut cultiver dans des bacs. Donc il faut qu'on puisse les transporter. Donc il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc on ne peut pas cultiver tout. On va faire du blé ou du maïs sur un toit avec une moissonneuse batteuse qui vient récupérer, c'est pas possible. Donc tout à coup, là aussi, toutes les maisons n'ont pas les toits qui supportent évidemment cette charge. Bon. Et en lisant ce livre de 1906, il explique qu'il a eu l'idée de réfléchir à d'autres activités sur le toit lorsqu'il a été à New York en 1899, où on l'a invité à faire du camping sur les toits des gratte-ciel. C'était la mode. Vous voyez, des choses comme ça. Et nous, on a oublié. Enfin, cela dit, moi, je n'irai pas camper au laton Montparnasse, je trouve ça vache tout. Je préfère bien camper par là. Alors, voilà, c'est pour dire qu'on prend quelque chose et on s'aperçoit que ça a d'autres répercussions sur d'autres manières de faire, d'autres manières. Et ça, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça parce qu'on a encore un enseignement. Moi, j'enseignais, j'ai quitté parce que pour respecter mes idées, j'enseignais à l'Institut d'urbanisme de Paris, qui était à Créteil. Il fusionne avec l'Institut d'urbanisme de France, qui est à Marne-la-Vallée. Il déménage à Marne-la-Vallée, il fusionne, sans discussion, et il crée l'école d'urbanisme de Paris, à Marne-la-Vallée, dans une grande ville. Bon. Donc, je dis mais entre-temps, j'ai inondé mes collègues de textes pour expliquer l'histoire du mot urbanisme. Quand est-ce que ça apparaît? En 1867, en Espagne, sous la plume de Cerda. Pourquoi il invente une science des villes? Il invente une science des villes parce que la ville, dit-il, dorénavant, elle est en réseau. Elle doit assurer les déplacements, ce qu'on appelle maintenant les mobilités, et elle doit avant tout pouvoir intégrer ses extensions, c'est-à-dire ses contours aussi. Donc il avait perçu quelque chose qui était lié à la ville productiviste. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là, donc il faut rompre avec ça, mais on ne sait pas rompre. C'est difficile de rompre. Et donc, on ne sait pas, parce que rompre, ça veut dire qu'on perd ce qu'on connaît, et on fait avec, même si on n'est pas super enthousiasmé, mais par contre, quand on rompt, on va faire autre chose qu'on ne sait pas. Et là, du coup, on a une inquiétude. C'est pas une inquiétude, c'est jubilatoire. Enfin, pour moi, de dire, voilà, ça, je connais, j'ai fait le tour, maintenant j'avais inventé, j'avais essayé d'inventer autre chose avec d'autres. Et donc je pense que dans les années à venir, architectes, urbanistes, designers, paysagistes, concepteurs lumière, on oublie tout le temps, ces 5 métiers-là seront entremêlés encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. Quand vous prenez la question du vivant, vous pensez à la trame noire. Dans tous les débats où je vais, dans les régions même avec des leaders écologistes, des trames bleues, trames vertes. Non, bah attends, on connaît donc. Ah, bah, il y a Thierry Pacou, il veut nous parler de la trame noire. Alors, je dis non, pas du tout. Il faut changer aussi. Mais j'aurais tendance à parler de la trame noire. Pourquoi? Parce qu'un concepteur lumière m'explique que dans une ville, on lui demande d'éclairer une promenade le long d'une rivière avec du sodium, comme ces luminaires magnifiques, très chaudes, qu'on utilise pour valoriser le patrimoine ancien, une vieille tour, il y a un clocher, etc. Et lui se renseigne comme ça. Il n'avait pas plus d'idées que ça, auprès d'amis spécialistes de la faune et de la flore aquatique. Et là, on dit, attention, si tu mets ça, tu supprimes tel lichen, tel jonc, telle plante qui sont nutritifs pour tel type de poissons, etc. Et les petits poissons sont attirés par la lumière, ils se regroupent en haut, les gros prédateurs les bouffent. Bon. Donc tu perturbes totalement les règles écosystémiques. Donc il faut faire. Alors ils ont fait des études très précises sur la perception que les poissons ont des lumières, et c'est des lumières beaucoup plus douces, beaucoup plus bleutées. Alors évidemment, l'élu après, il vient avec son conseil municipal, ça c'est Roger Narboni qui me l'a raconté, et ils sont un peu déçus. Parce qu'ils disent, ah oui, mais on ne voit pas trop clair là, nous on voulait un truc pour montrer à nos j'allais dire à nos contribuables, oui un peu,
n'arrive pas comme ça, on arrive, on va faire en gradation, et puis quand on est au bord de la rivière, là, on s'acclimate, et puis ensuite on voit clair, évidemment, avec cette lumière un peu tamisée. Et on comprend, et du coup on est plus attentif à la faune et à la flore. Mais ça, c'est pas des choses qu'on sait parce que, je l'ai vu, je reviens à mon expo sur les enfants dans la vie, pourquoi les aires de jeu en France sont aussi nulles? C'est parce que il y a la législation qui est terrible, c'est parce que aussi c'est absurde que le maire soit responsable s'il y a un accident sur l'aire de jeu, tout ça, ça m'empêche d'inventer des terrains d'aventure. J'ai fait l'historique, le mot terrain d'aventure apparaît en allemand en 1832, passe tout de suite aux États-Unis parce qu'il y a des migrations aux États-Unis, et à partir de ce moment-là, on crée des playgrounds et on réserve des terrains vagues au centre des villes afin que les enfants puissent y jouer seuls. Et ils jouent avec quoi? Ils jouent avec l'herbe, avec le sable, avec les briques, avec le bois qui se trouve là. J'en arrive à mon troisième et dernier point, avec l'eau. Les aires de jeu en France sont des aires de jeu hyper protégées, et puis avec une imagination appauvrissante. Vous avez un éléphant en métal vert, vous montez par l'arrière et vous descendez sur la trompe transformée en toboggan. Bon. Des enfants qui n'ont jamais vu d'éléphant de leur vie, et ils font ça. Bon. Et les parents, moi je les observe, va sur l'éléphant, ils vont sur l'éléphant, mais en métal, bon. Donc c'est un appauvrissement de l'imaginaire. Toutes les pédagogies dont je vous parlais tout à l'heure reposent sur la notion de jeu. Le jeu est quelque chose qui est de l'interrelationnel, si vous voulez, avec les éléments et avec les autres humains, les enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas de classe d'âge. Une grave erreur d'avoir les aires de jeu de 1 à 6 ans et les aires de jeu de 6 ans à 8 ans ou 9 ans. D'abord, les parents préfèrent que le frère ou la sœur aînée surveille un peu vaguement le petit qui est à côté. Le petit, et Fresnel a très bien compris, il fait des classes où il y a des enfants d'âge différents, parce que les plus grands attirent les plus petits qui sont dans l'imitation. L'imitation est un jeu éducationnel. Et de l'autre côté, ça responsabilise aussi les grands qui disent bah non, là, on ne peut pas se bagarrer trop parce que les petits, ils ne peuvent pas nous rendre l'appareil, etc. Donc il y a des jeux d'équilibre en permanence qui s'effectuent. Et en Allemagne, j'ai vu ça récemment, à Stuttgart, où Domenico Saint-Muller, la rédactrice en chef de la revue Oka, habite, et elle m'a montré des aires de jeu, enfin un terrain d'aventure, pardon, on a resté à l'écart, on a regardé, et tout à coup, on voit des enfants qui pataugent dans une flaque d'eau, qui est prévue pour, c'est une pataugeoire, ils jouent avec du sable, avec de la terre, et puis ils font un gâteau, ils disent tiens, goûte mon gâteau, puis ils s'évitent la terre, tout ça. Et c'est les mêmes enfants qui ont des Game Boy, c'est les mêmes enfants qui ont des jeux super sophistiqués électroniques. Et ben là, tout d'un coup, ils jubilent d'avoir de la terre, de l'eau, etc. Et ils fabriquent quelque chose qui s'appelle l'imaginaire. Et ça, c'est évidemment formateur, il n'y a pas mieux, bien sûr. On ne leur dit pas de faire quelque chose que les adultes ont inventé pour eux. Ils inventent eux-mêmes leurs jeux. Ils rentrent, évidemment, ils sont sales. Moi, j'avais participé avec Jacques Lang à l'opération Adopter un jardin dans les écoles primaires. Non, il faut la micro d'abord. Mais vous avez entendu? Sinon, je recommence. Et donc, l'opération Adopter un jardin, pourquoi ça n'a pas marché? Pour deux raisons. Enfin, pour deux groupes de personnes. Une grande partie des instituteurs et institutrices, et une grande partie des parents. Vous voyez dans quel état vous me le rendez? Ah ben évidemment, la terre, ça peut salir, mais ça ne salit pas en fait la terre. Alors, c'est ça que je conclue là-dessus, je ne conclue pas, mais j'avance sur ce point. Empédocle est un philosophe grec qui réside en Sicile, c'est la Grèce à l'époque, en Sicile, il parle grec, et il est le premier qui a comment dirais-je, listé les 4 éléments. Commençons par le feu, la terre, l'air, et ce qui est important, c'est que chacun des éléments est contradictoire en lui-même. L'eau, vous savez, vous désaltère dès que vous noyez, vous inondez. L'air vous permet de respirer dès que vous asphyxiez. Le vent, l'air, j'ai dit, le feu vous réchauffe dès que vous voulez. Et puis la terre vous nourrit, et c'est là que vous allez être enseveli à la fin de vos jours. Donc les 4 éléments, par eux-mêmes, sont contradictoires. Ce qui veut dire que n'importe qui, même qui n'a pas fait de philo, à l'école maternelle, il
il apprend par lui-même que chaque élément est une dialectique à l'œuvre. Et ça, c'est un truc qui n'a pas de prix, si vous voulez. Et donc, nous, on est coupé de l'élémental. Sans cesse, on est coupé de l'élémental. Rarement, j'ai vu des architectes, des paysagistes, pourtant, ils devraient travailler avec ces éléments-là, les prendre vraiment pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des éléments en contradiction et donc en mouvement. Alors, je prends le mot mouvement, c'est un clin d'œil à Gilles Clément, parce que lui, il a très bien aperçu ça. C'est que tout élément est vivant, tout élément est dynamique. Et ces 4 éléments, ils sont constitutifs de notre manière de voir le monde et de le comprendre. Ils ont une puissance symbolique absolument invraisemblable. Il y a 5 éléments dans le monde oriental et 4 en Occident. Et Gaston Bachelard va écrire, va être le fondateur de ce qu'on appelle l'imagination matérielle, c'est-à-dire qu'il va partir de la matière, donc les 4 éléments, pour montrer à quel point ça nourrit notre imaginaire, ça nourrit nos rêveries, et ça nourrit notre connaissance du monde sensible. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne brasse pas, qu'on ne manie pas assez suffisamment. Prendre de la terre, la sentir, la toucher, tout ça est absolument décisif. C'est pareil pour l'eau. Non, on se met à distance de ces éléments. Et donc, du coup, on se prive d'une dimension fondamentale qui est celle de la sensorialité. Vous me dites pourquoi il faut paraître. Parce que l'être humain est sensoriel, on le sait tous, sauf que, là encore, on ne valorise pas nos 5 sens. Ils sont 6, comme les neurophysiologistes l'appellent. Le rappel, ils sont 6. Hein. Il y a l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, la vue, et il y a le mouvement. Et puis attention, nos 6 sens sont perçus par un nombre incalculable de capteurs sensoriels sur notre corps, qui fait qu'en fait, nous les mélangeons en permanence. C'est par commodité d'esprit qu'on les distingue et qu'on dit la vue ici l'emporte sur l'odorat et le toucher, mais tout se combine, évidemment dans des proportions différentes. Du reste, quand vous allez au musée où il y a un tableau, vous le regardez et vous dites il me touche ou il ne me touche pas. Donc là, il y a bien ce toucher qui joue dans la manière d'observer quelque chose. Donc on voit bien que les 6 sens, là aussi, ne sont pas systématiquement valorisés. Ils sont contraints de cette façon. Tout d'un coup, notre civilisation dite de l'image devient une civilisation de l'ouïe. Vous l'avez tous constaté, c'est l'ouïe qui l'emporte largement partout. Dans le TGV, dans la rue, on est toujours sollicité par gens qui parlent tout seuls, qui ne parlent pas tout seuls parce qu'ils sont branchés, on est étonné, à haute voix, ils font des gestes, c'est même assez, comment dirais-je, une sorte d'infraction, enfin, on est dans une conversation qui ne regarde pas, et je cherche un mot, il n'existe pas. Quand vous voyez quelque chose que vous ne devriez pas voir, vous êtes voyeur, ça s'appelle le voyeurisme. Et quand vous entendez quelque chose que vous ne devez pas entendre, c'est l'ouïsme. Il faudrait inventer un terme de ça. Et combien de fois ça nous arrive, hein, dans le métropolitain, je ne sais pas quoi faire, il a encore mal réagi hier, moi je suis en face, je lui conseille de les romper, je suis dans une politique de rupture de bon, il y a des mais parce qu'on est pris, vous voyez, dans des réseaux comme ça de conversation sensorielle qui ne nous concernent pas. Et on n'a pas cette capacité de bien les positionner. Je vous donne un autre exemple que j'ai découvert en écrivant un petit essai sur l'espace public. Je me suis aperçu qu'en français, public s'oppose à privé spontanément. On pose des questions à n'importe qui, en particulier à mes étudiants, ou à n'importe qui. Je leur dis, l'espace public, c'est quoi? C'est le contraire de l'espace public, c'est une question privée, c'est une question de propriété. Or, en fait, le mot privé en français vient de privance, un vieux terme du Moyen-Âge, qui signifie douceur. La douceur est une des qualités fondamentales de la relation entre les Grecs. La thèse de Jacqueline de Romilly sur la douceur chez les Grecs est excessivement importante. La douceur est une manière d'être, de relation à l'autre. Et donc en français, c'est venu, bien sûr, mais ça a perdu ce sens-là très fort pour devenir un truc qui est l'opposé du public. Or, en fait, vous avez l'intimité, vous avez le domestique, vous avez le vernaculaire, vous avez le familial, vous avez plein d'autres notions qui sont excessivement importantes. Et tout à coup, je découvre, en questionnant des amis qui parlent des langues que je ne connais pas, que ces mots n'existent pas dans la plupart des autres langues. Il n'y a que nous qui avons ce couple, on est obsédés par ce couple, par beaucoup de couples du reste, hein. Noir, blanc, jour, nuit, boulet, etc. On ne fait pas dans la nuance. Or, la démarche environnementale dont je vous parlais, elle est transversale précisément parce qu'elle est toujours en cours. Nous sommes toujours en cours. C'est pour ça que quand on dit, moi, en question, on dit quelle est la ville de l'avenir. Comme
comment vous voyez la ville du futur? Je ne la vois pas. Je ne la vois pas une, je la vois plurielle. Je vois une pluralité de lieux et peut-être des choses qui n'existent pas encore, qui n'ont pas de nom. Pourquoi faudra-t-il faire des villes? Pourquoi faudra-t-il faire des territoires? Pour vivre heureux sur Terre? Non, il faut qu'on construise notre demeure terrestre. La demeure terrestre, c'est autre chose. Ce n'est pas forcément une organisation. Alors, la ville me plaît, mais la ville, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les astres urbains, les villes mortes aussi. Je suis très inquiet des villes. L'urbanisation planétaire, aujourd'hui, au monde, se fait sans ville. C'est-à-dire que nous créons des urbains qui ne sont pas des citadins. Et ça, en France, on ne le voit pas, parce qu'en France, il y a encore des villes. Il y a Narbonne, par exemple, je suis rassuré. Tu tiens une vraie ville qui est là. Mais il y a plein d'autres villes qui ne sont faites pourquoi? Parce que vous avez des gated community, ça c'est des non-villes. Vous avez des gratte-ciels, ce sont des impasses en hauteur qui sont inurbaines, comme je disais tout à l'heure. Vous avez des organisations territoriales qui favorisent des formes de ségrégation spatiale qui ne fabriquent pas la ville. Alors évidemment, il faut à un moment donné que je définisse la ville. Donc pour moi, la ville, c'est la combinaison de trois qualités: urbanité, diversité, altérité. Vous en éloignez une, la ville c'est fait. La gated community, c'est donc une enclave résidentielle sécurisée, c'est le premier immobilier le plus vendu au monde aujourd'hui. Au monde aujourd'hui. Les plus grands architectes, les stars architectes en construisent plein. Honte à eux. Ça, c'est mon point de vue, hein. Je partage, parce qu'ils pourraient sûr le faire autrement, si c'est ça qui les intéresse. C'est absolument scandaleux. Parce que c'est des enfermements et des assujettissements. La gated community, en Chine, en Inde, en Amérique latine, pour des motifs différents, évidemment. Il n'y a pas d'insécurité urbaine en Inde pour l'instant. Et en Chine, un pays totalitaire, fliqué de tous les côtés, donc il n'y a pas d'insécurité. La gated community, l'enclave résidentielle sécurisée, c'est un standing. En Inde, c'est une qualité environnementale. Il y a un parc central, il y a un bassin, les voitures n'ont pas le droit d'y pénétrer. En Amérique du Nord, en Amérique latine, c'est marquement sécuritaire, évidemment. Puisque au Mexique, on nous kidnappe, on nous Brésil pour demander un rançon, et c'est banal. Donc là, évidemment, c'est pour d'autres raisons. Mais peut-être que c'est aussi la faillite d'une certaine politique urbaine, d'accepter que les villes disparaissent au profit de trucs qui sont autre chose, qu'on appelle justement gated community. Moi, je ne pense pas que ce soit un progrès dans l'humanité, dans la qualité de rendre plus humains les humains, que de les concentrer, on peut dire stocker, les concentrer dans des villes, parce qu'on arrive à des absurdités, je plaisante quand on dit ça, dans des villes pour homosexuels blancs de plus de 40 ans, non-fumeurs qui ont des chats, vous voyez, et après on aura, c'est des villes à la carte, on pourrait démultiplier ça, et il y aura des clients, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Hein. En France aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, parce que Narbonne ça ne doit pas exister, on a à Bordeaux récemment, à Marseille c'est arrivé plusieurs fois, dans la banlieue parisienne c'est très fréquent, les riverains achètent leur rue. Quand je dis ça, on me dit non, ça c'est aux États-Unis, non, c'est en France, je vais vous donner des exemples précis, parce que et la ville est contente, elle a pu entretenir l'éclairage public, elle a pu entretenir le du sol, et nettoyer, et donc c'est très bien. Et là, on a une appropriation par une population de sa portion de truc, si vous voulez. Et pour moi, ça c'est la fin de l'esprit de la ville, bien sûr. C'est pareil. 2 immeubles à la Cédric gauche, 2 immeubles. Encadre une dent creuse, comme on dit. La ville de Paris décide de faire un tout petit jardin, c'est tout petit, un tout petit jardin, et vu que c'est dans l'ombre, le jardin est minéral. Et les 2 jeunes paysagistes qui gagnent font un jardin minéral qui a plein de machineries qui sont déclenchées par l'eau qui circule. Donc c'est assez judicieux, c'est plutôt malin. Et dans leur tête de jeunes diplômés naïves, elle se disait, on est encadré par 2 immenses immeubles, on récupère l'eau de pluie. L'eau de pluie appartient à la copropriété. Les copropriétaires des 2 immeubles ont refusé de donner l'eau de pluie pour alimenter ce petit jardin. La ville n'avait pas de loin pour les obliger, donc du coup, la ville de Paris de temps en temps met l'eau potable pour que le truc puisse fonctionner. Je vous donne ces exemples-là pour montrer que d'un côté, il y a les mille et arrêts qu'on est en train d'analyser, et de l'autre côté, il y a les mille et une contraintes qui perdurent avec des rigidités absolument incroyables. Hein, j'arrête. Non, je regardais comme ça. Non, alors bon, parce que l'eau, je voulais vous donner quand même quelques informations sur le sens des mots, et puis revenir sur de manière un peu plus concrète sur qu'est-ce qu'on peut faire. L'eau,
c'est un terme très beau qui renvoie à une racine indo-européenne qu'on trouve en sanskrit en particulier, qui indique l'idée de croître. L'eau, et c'est pas par hasard, évidemment, si l'eau sert à l'irrigation, bien sûr. Donc là, on a quelque chose de très puissant qui fait que l'eau n'est pas simplement quelque chose qui va nous désaltérer, c'est quelque chose qui constitue, qui participe à la possibilité pour un peuple de se nourrir et évidemment de se reproduire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, mais j'avais préparé, je l'ai regardé, et je vous remercie de m'avoir invité, vous avez appris plein de choses. Je l'ai regardé, évidemment, nos lacs, nos fleuves, nos rivières, nos ruisseaux, etc. C'est absolument passionnant, mais là je ne pourrais pas le dire, enfin, je le dis, c'est pénible. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces termes-là marquent, évidemment, à chaque fois, systématiquement, à chaque fois, des usages, et pas simplement une dénomination pour simplement désigner une chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il y a des mots différents. Il y a rivière, fleuve, ruisseau, rue, c'est pas pareil. Bon. À un moment donné de l'histoire de la langue, il y a peut-être des parentés très proches, ils sont quasi synonymes. Et à d'autres moments, ça change, évidemment. Par exemple, le mot fleuve qui existe en grec puis en latin, et qui vient, c'est du latin pour nous, le mot fleuve en français, va désigner d'abord les grands fleuves mythologiques. Donc c'est bien après qu'on va nommer la Seine, par exemple, un fleuve. C'est pareil, vous voyez, pour le nom des océans. Là aussi, grâce à vous, j'ai appris le net Pacifique, le net Atlantique, ça. C'est passionnant, le Méditerranée, c'est passionnant de voir comment et à quel moment on nomme ces choses, qu'à un moment, on les nomme quand ça nous devient familier. Ça nous devient familier quand on les traverse, quand on y va y pêcher, quand c'est de la proximité. Et le mot proximité en français, ce n'est pas ce qui est proche d'un point de vue métrique, c'est ce qui est proche d'un point de vue personnel, affectif. C'est donc familier le meilleur terme. Il ne faut pas créer des commerces de proximité, il faut créer des commerces familiers, des services familiers, pas de proximité, je m'en fous, que ce soit à 100 mètres ou 300 mètres, c'est quasiment pareil. Donc là, on voit bien que ça aussi, dans la tête, ça modifie évidemment la logique, si vous voulez, de ceux qui décident. Et je ne leur jette pas la pierre, parce qu'ils sont forcément aussi dans des processus de décision qui sont bordés, canalisés par des obligations qui leur sont imposées. Ils pourraient chahuter davantage, mais ça sera systématique. Alors, bon, ça a été dit tout à l'heure par le maire, ou par le monsieur d'avant, je ne me souviens plus, quand il a dit, voilà, il n'y a plus à discuter, réchauffement climatique. Alors, moi j'ai constaté et je constate encore aujourd'hui, au niveau des responsables des grands médias à Paris, ils sont toujours climato-sceptiques. Il ne faut pas, parce que nous on va vite, on croit que tout le monde est convaincu, pas du tout. Il y a plusieurs livres qui viennent de sortir qui disent ouais, il y a des petits changements climatiques, mais bon, il ne faut pas exagérer, c'est pas non plus la fin du monde, etc. Quand nous on dit c'est grave, et c'est important, bien sûr, eux ils ont des réactions, parce que moi je dialogue avec eux, je leur dis attendez, les photos satellitaires des deux pôles, des grands glaciers, nous montrent bien que il y a 20 ans, ça était déjà inquiétant, mais là ça s'accélère, c'est terrible. Qu'est-ce qui va se passer? Alors ils me répondent, oui, mais ça s'appelle le Groenland, la terre verte. Donc, voilà, pourquoi pas, on va changer les réglages, les pâturages. Donc, attention, ne croyons pas que ce qui nous préoccupe tous, et à juste titre, c'est d'ailleurs cette question du réchauffement climatique, qui est impulsé par un mode de vie, c'est-à-dire un mode de localisation d'habitat et donc des biens de transport incessants qu'il faut utiliser pour y aller, etc., ne va pas simplement se régler par une réglementation, évidemment. Toute réglementation est contournée à un moment donné par ceux qui peuvent la contourner, c'est-à-dire généralement ceux qui sont les plus gros pollueurs. Et donner des écotaxes n'est pas une bonne idée non plus, parce que c'est très limité comme démarche. Donc il faudrait, et là j'arrive devant vous à votre choix, il faudrait une conscientisation joyeuse, pas répressive. Hein. Il faut une écologie de plaisir. Et c'est pour ça que les termes d'austérité, ça, on en a discuté récemment avec Pierre
tous. Non, je pense que dans la vie de chacun, il y a des moments d'excès qui sont jouissifs. Faire une bonne bouffe, ça fait plaisir, un bon festin, claquer, moi je suis un kinomane, j'achète énormément de livres. Je suis raisonnable, mais un jour ou deux, de temps en temps par an, j'en achète pour 500, 600 euros, c'est une folie. Bon, moi, gueule chez moi, mais c'est pas grave, je suis content. Et après, je suis encore plus content quand je les ai lus, parce que ce sont des bons livres que je cherche, qui permettent de nourrir mes propres réflexions. Donc, l'austérité, pourquoi pas, mais le mot clé, en fait, c'est mieux-être. Le mieux-être, il n'est pas décrété pour chacun d'entre nous. Ou plutôt, il est décrété par chacun d'entre nous, pas pour, mais par. Et donc, vous voyez, il faut avoir cette prise de conscience des transformations climatiques, et qu'on sait déjà, parce qu'il y a plein d'expérimentations, on sait résoudre énormément de choses. Moi, je m'étais préoccupé il y a 20 ans déjà de la première nuisance pour le français, et le bruit. J'ai été voir des architectes, j'ai été voir des fabricants de béton. Ils savent absolument rendre et isoler un bâtiment du bruit extérieur. Et les étages, on sait le faire. Ça, c'est tout. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le BTP en France, comme dans le monde entier, c'est une machine à laver la sale. On ne le dit pas, mais c'est comme ça. Dubaï, ce truc absurde qui s'appelle Dubaï, qui me permet, quand on dit est-ce que vous êtes dans la ville durable, je réponds non, il y a des villes qui ont trop duré, comme Dubaï. Donc il faut trouver d'autres mots, s'il vous plaît. Mais ça, on ne le dit pas. Moi, j'ai des confidences d'architectes, je leur donne un nom, de ce qu'il m'a raconté, ça s'appelle Christian Porcela, qui m'a raconté les choses, où là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, et ces quatre majeurs en France, il y en a quatre, contrôlent la téléphonie, contrôlent la presse, contrôlent la radio et la télévision. Donc, vous voyez, le débat est très difficile. Et qui finance la COP 21? C'est le grand groupe. Donc, vous voyez, c'est ça qui est compliqué, mais qui est passionnant, même, dans ce jeu politique. C'est que vous allez dire à EDF ou à Total, commencez par vous corriger vous-même et après vous parlerez d'écologie. Ils vont vous dire, c'est nous qui finançons la COP 21. On est très très inquiets pour ça. Il faut absolument améliorer. Mais mon œil, bon. Mais alors comment ça marche? C'est pour ça qu'il faut des contre-pouvoirs. Et vous avez peut-être vu dans le cadre enchaîné, Volkswagen a 64 lobbyistes à Bruxelles. C'est pour ça que l'affaire est sortie aux États-Unis et pas pour l'Union européenne. Nous, on n'a pas, je dis nous, parce que je me mets parmi tous les dieux que vous avez repérés qui sont passionnants, on n'a pas de lobbyistes. C'est pas dans notre culture. Nous, la culture de ceux qui sont alternatifs, j'allais le dire comme ça, bah, c'est l'expérimentation et l'exemple. Montrer, là, on fait ça comme ça. On a une attitude fourriériste. Fourier, il invente le phalanstère en dehors des villes, et le phalanstère, eh ben, il se reproduit, il essaime par imitation, parce qu'il séduit les autres. C'est pas une révolution, il est contre la révolution, Fourier. Il est pacifiste. Il ne veut pas imposer, il pense qu'il y a des gens qui sont bêtement riches, parce que quand on a accumulé des milliards, on ne peut pas les consommer, mais tant pis pour eux. Et puis il y a d'autres qui, au contraire, veulent vivre autrement, dans leur temporalité, ils ne sont pas du matin, etc. Vous voyez, c'est des choses qui sont en même temps simples, mais qui sont tellement compliquées quand on a une structure encore étatique. Pour ça, je reviens au point de départ de la biorégion. C'est que dans la biorégion, on a une délégation de pouvoir qui est locale. Là, on a une perception plus juste de ce qui est envisageable. Je reviens à la chronotopie dont je vous parlais tout à l'heure. Une des villes qui a été pionnière en la matière, c'est Poitiers. Poitiers a un CHU important, une université importante, et le Futuroscope. Eh bien, il a suffi, vous allez voir le boulot, il a suffi que le maire réunisse les directrices et directeurs de ces institutions, plus ceux du transport en commun, plus le syndicat des taxis, plus les représentants des syndicats des employés de municipalité, pour harmoniser un tout petit peu les temporalités. Si je décale l'entrée de l'université d'un quart d'heure, je gagne une demi-heure de fluidité automobile. Ouais, c'est des choses aussi simples que ça.
Si l'été, il y a plus d'heures de cours parce que je peux enseigner dans des lieux ouverts à l'éclairage naturel jusqu'à 8-9 heures du soir, et l'hiver, je vais faire plus tôt, comme ça je ne chauffe pas non plus, etc. Là, il y a des économies d'énergie qui année par année, université par université, à l'échelle d'un pays comme la France, c'est considérable. Non, moi, j'avais suggéré à Bataille, avant de quitter, non, la fac s'arrête à 20 heures. Et après, il n'y a plus de gardiens comme avant, c'est des vigiles d'un groupe privé qui ont des mouchards, qui font tourner, donc on ne peut même pas tricher. Parce que j'ai dit au gars, laissez pas finir mon cours, je dis pour le petit heure, on avait sympathisé, parce qu'il y a un indien, je connais bien l'Inde, on avait discuté, mais il m'a dit non, je ne peux pas, parce que je suis moi-même fliqué par. Donc je suis obligé de vous mettre à la porte. Et voilà, et évidemment, c'est des calculs d'apothicaire, parce que, enfin, vous avez compris. Donc du coup, on voit bien que partout, pour chaque chose, il nous faut pouvoir le décortiquer. C'est-à-dire que là, il faut être très fort, il faut prendre du temps. Et je le disais tout à l'heure, je n'avais pas fini ma phrase, parce que la parole étant parlante, je vais passer à autre chose. Patrick Bouchin, il paye, il appelle ça le 1% juridique, il y a 1% artistique, il paye, pour un projet d'architecture, il paye des juristes, des avocats, pour qu'ils étudient en détail la loi, code de l'urbanisme et le code de l'architecture, afin de trouver dans la loi tout ce qu'on peut faire, qui nous change les normes. On a totalement intégré par paresse d'esprit, par habitude, par simplicité de fonctionnement. Et on trouve, donc, parce que moi j'étais un peu étonné, je dis mais non, je crois que la loi là, est pas bonne, il faut. Mais si, tu ne la connais pas. Il faut étudier en détail, on s'aperçoit qu'il y a plein de possibilités qui peuvent nous permettre justement de faire des fenêtres plus grandes, de les habiller. Pardon? Oui, non, mais j'arrête. Oui, non, mais c'est sans fin. Merci. Bravo.